colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qu'il dépasse. Et que les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. C'est un combat pour la liberté. C'est une volonté d'être souverain face à tous les fascismes. C'est un amour de la liberté au-delà de tout. C'est une volonté de l'égalité réelle. C'est ça la France. C'est ça ce qu'a fait Beltrame. Salut à tous, donc on se retrouve pour ce nouveau podcast de Convergence où on va étudier avec Fabrice, ce qui avait été, parce que Fabrice avait annoncé lui-même il y a quelques temps, du coup sur une analyse de la sortie de Macron à propos de Beltrame et qui mettait en parallèle, en tout cas dans le texte, avec les 50 € d'APL pour lesquels les Français se battraient. Voilà. Donc, Beltrame étant le gendarme qui a échangé sa place contre un otage lors d'une précédente prise d'otage et qui a perdu la vie au passage, ce qui a fait un grand drame national. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un président de la République compare deux choses qui, en apparence, n'ont rien à voir, la baisse des APL et cet événement-là? Fabrice ? Ouais, voilà, ouais. Donc, je sais pas si je vais faire de la sociologie profonde ou bien l'espèce de C'est dans l'air. Je sais pas si vous savez, dans C'est dans l'air, il y a toujours tout un tas d'analystes politiques qui proposent une première interprétation, puis après, il y en a un qui propose une interprétation encore plus intelligente et plus profonde, puis après, il y a Christophe Barbier qui met tout le monde d'accord parce que c'est trop pertinent. Donc, je vais essayer d'être le Christophe Barbier de Convergence. Ouais, non, en fait, je te laisse, je veux bien te laisser le rôle. C'est juste une hypothèse un peu folklorique ou désacralisante à propos disons, des types de rhétorique que mobilise Emmanuel Macron, grosso modo, depuis qu'elle a été élue, avec tout un emprunt au récit national, à l'idée de faire référence à de l'absolu, à de l'infini, à l'histoire du peuple français, comme lui en serait l'incarnation, comme une sorte de nouveau roi. Et donc je pense que sa nouvelle sortie donc dans un documentaire là, sur la comparaison entre le sacrifice de Beltrame et les luttes sociales autour des APL par exemple, je pense que ça fait partie de cette rhétorique et j'aimerais en quelque sorte la désacraliser en montrant que en fait cette manière de convoquer de grandes valeurs et le récit national et l'infini et l'absolu peut être interprétée en un sens très trivial en comprenant sa position sociale en tant qu'acteur, en tant que président, mais en tant que simplement acteur pris dans un champ de force interne. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer. Alors je rappelle juste la citation pour qu'on l'ait bien en tête. C'est extrait d'un documentaire de Bertrand Delay qui s'appelle La fin de l'innocence, qui est sorti il y a quelques semaines sur France 3. Et voilà ce que dit Macron C'est une interview, donc c'est vraiment pas quelque chose qui a été très coupé, etc. C'est vraiment ce qu'il dit, voici ce qu'il dit. Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs, quelque chose d'une guerre qui le dépasse. Les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété, où il faudrait défendre un modèle social qui ne vale plus, je sais pas exactement quel... J'ai perdu un mot en fait. Une république dont on ne connaît plus l'odeur et les principes, et des principes qu'il fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux, et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela, et qui pense que, ça c'est le syndic de copropriété, qui pense que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL, ces gens-là ne savent pas que ce qu'est l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. La citation continue, bon. Donc il met en regard en fait le sacrifice ultime du gendarme qui est maintenant colonel et
les luttes sociales supposées mesquines sur les 50 € d'APL. Donc je vais pas du tout faire un commentaire politique, c'est pas le lieu de faire ça. Bon, évidemment, on peut se dire que, enfin, moi j'ai personnellement été indigné par cette espèce d'alternative, comme s'il y avait une alternative entre le sacrifice ultime que motiverait l'adhésion aux grandes idées de nation ou de république en danger, et les luttes sociales pour l'égalité réelle et qui visent l'égalité entre les citoyens. Je pense pas que ce soit incompatible. On peut très bien imaginer que Beltrame lui-même était impliqué dans des projets de progrès social. Je veux dire, c'est pas incompatible. Bon, et donc... et de même, comme si l'histoire sociale, par exemple, les luttes syndicales, n'étaient pas animées par de grands idéaux comme faire progresser la République sociale. Vous voyez, donc déjà, je trouve ça assez indigne qu'un président présente ces choses-là comme contradictoires. Bon, mais c'est pas vraiment ça que je voulais discuter. C'est plutôt une sorte d'analyse politique. En fait, pourquoi il fait ça Donc on peut dire évidemment, dans un premier temps, c'est sincère, c'est-à-dire que c'est vraiment Emmanuel Macron, c'est vraiment quelqu'un qui pense incarner toute l'histoire de France, et donc il croit vraiment que il incarne la volonté générale, et plus encore l'histoire de la nation française, l'absolu qui s'incarnerait dans cet individu particulier qui est le corps d'Emmanuel Macron. Donc je doute pas qu'il y ait une certaine forme de sincérité, qu'il y croit vraiment quand il dit qu'il incarne l'esprit romanesque français. Sans doute, mais j'aimerais faire un peu de philosophie du soupçon et essayer de montrer avec des ressources sociologiques comment on peut interpréter cette affaire-là. Donc, une première lecture politique, ça consisterait à comprendre ce qu'il dit, cette mobilisation de l'absolu, cette valorisation du sacrifice pour l'idée de nation. Dans un premier temps, on pourrait dire que, en fait, il le mobilise pour un auditoire qui serait extérieur, donc l'ensemble des citoyens, par exemple, pour leur montrer que c'est mieux, de choisir comme motif de son action ce genre de grande valeur, plutôt que des petits combats mesquins comme augmenter les APL ou telle lutte sociale pour augmenter le SMIC. On pourrait croire qu'il l'utilise pour ça, ou bien qu'il l'utilise par exemple dans une manœuvre un peu politicienne pour affaiblir la gauche et les luttes sociales en disant « Ah, mais en fait vous menez des combats complètement triviaux », ou bien même pour piquer des voix à la droite. Certains l'interprètent comme ça, et c'est en partie vrai, vous voyez, c'est une sorte de petite stratégie qu'emploie Macron pour dire je vais aller sur le terrain de la droite, qui est habituellement celle qui mobilise ce type de grandes valeurs, qui aime bien parler de récit national, ce genre de choses. Et puis aussi pour rompre avec la présidence normale précédente, là, celle de François Hollande, qui mobilisait un peu moins ce type de registre rhétorique. Donc ça consisterait à dire, en fait, il dit tout ça, il mobilise ces grandes valeurs pour capter un public complètement extérieur, le peuple français, l'électorat de droite, etc. Moi, ce que je propose, donc on dirait que, en fait, il dit tout ça parce qu'il est dans un rapport de force avec tous les acteurs de l'ensemble du champ politique français. Mais moi j'ai envie de dire, et de proposer comme hypothèse, que peut-être qu'il fait moins ça pour, dans le cadre d'une concurrence avec des acteurs externes, que en fait, dans le cadre d'une concurrence interne propre au champ du pouvoir. Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire pour un peu trivialiser ce qu'il dit, et dire que, en fait, s'il mobilise ces grandes valeurs, c'est parce qu'il est pris dans des petites luttes de palais extrêmement triviale et mesquine. Et donc en fait, ça c'est l'hypothèse, je vais la détailler très sommairement dans 2 secondes. J'étais parti, en fait, cette intuition m'est venue en lisant un article de Yves Saint-Omer, publié en 2008, qui parle de l'expertise citoyenne et de la démocratie délibérative et participative, où il dit un truc comme ça, à un moment dans son article, il dit que lorsque des hommes politiques font face à des citoyens ordinaires, les citoyens ordinaires partent toujours perdants, ou en tout cas sont mis en difficulté, parce qu'à tout moment, l'homme politique, dans une argumentation, peut mobiliser un savoir technique et expert que ne possède pas l'homme ordinaire. L'homme ordinaire, il va arriver avec son vécu, son expérience, peut-être un peu la connaissance de son domaine professionnel, mais il ne maîtrise pas tous les chiffres macroéconomiques, la comptabilité nationale, ce genre de choses. Et donc du coup, l'homme politique, lui, il peut tout de suite amener ça pour contrecarrer une argumentation.
Mais c'est exactement la discussion qu'il y a eu entre les infirmières et Emmanuel Macron, où tu avais les infirmières qui disaient nous on voit bien que les lits ferment, on souffre, machin, et puis Macron qui disait non, les budgets ont augmenté de temps, statistiquement, nanana, et ça fait une espèce de dialogue, effectivement. Symboliquement, c'est Emmanuel Macron, je sais pas qui a gagné, mais il dominait la conversation, alors qu'en face de lui, il avait du vrai vécu. Enfin, pardon de t'avoir coupé. Non, mais tout à fait. C'est exactement ce que j'ai en tête, et moi, j'ai tendance à l'interpréter comme toujours une victoire symbolique de l'homme politique, tu vois, qui semble être plus calme, qui maîtrise son truc et tout ça. Donc, en tout cas, mais c'est exactement ce genre de choses. Quand il y a une confrontation, ça tourne rapidement à l'avantage du politique, parce qu'il va dire « Oui, mais attention, moi, je gère l'ensemble du pays. » Voilà. Donc, il mobilise des ressources de type technocratique, par exemple, que n'ont pas les individus ordinaires. Et donc Yves Saint-Omer dans son article fait la remarque suivante, c'est que quand il est confronté, quand l'homme politique, donc l'élu, celui qui a fait des campagnes politiques, quand l'homme politique est confronté en interne dans le champ du pouvoir à des technocrates, des spécialistes, des experts, et bien le rapport s'inverse. Parce qu'il est moins doté en savoir expert que l'expert qu'il a en face de lui. Par exemple, je sais pas moi, le polytechnicien ou le type qui connaît toute sa macroéconomie sur le bout des doigts, le type de la comptabilité nationale, l'inspecteur général, le technocrate de Bercy, ou bien les gens qui, dans le cabinet de l'Élysée, au secrétariat de l'Élysée, sont des experts techniques. Et donc du coup, face à ces gens-là, l'homme politique se retrouve, comme le citoyen ordinaire se retrouvait face à l'homme politique. Vous voyez, en fait, le rapport s'inverse. Et donc, la question qu'on doit se poser, et que se pose Saint-Omer, c'est quel type de ressources l'homme politique va mobiliser quand il va devoir faire face à des technos, ce qu'on appelle des technos, ou des technocrates, des experts. Et bien, à ce moment-là, il va plus pouvoir mobiliser le savoir technique qu'il mobilisait contre les individus ordinaires. Et donc, il va devoir faire appel à, comme disait le sociologue, des ressources différentes, des registres argumentatifs différents. Donc, le premier truc, en général, qu'il mobilise, c'est le fait que, eux sont les hommes politiques, et c'est eux les élus. Donc, ils ont la légitimité populaire, la légitimité démocratique, pour prendre, in fine, la décision. Mais bon, c'est une possibilité de ressources qu'on peut mobiliser, mais l'idée que moi, l'intuition que j'ai eue, c'est que un type de ressources que va mobiliser l'homme politique, dans ce cas-là, c'est de montrer que, contrairement au technocrate, à l'expert très spécialisé qui est rivé sur son petit domaine du savoir, l'homme politique, lui, a une vision générale de la chose. Et donc, il va pouvoir prétendre avoir la capacité d'organiser l'action collective et de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'histoire. Et donc, contrairement au petit techno, le petit comptable mesquin et rivé à son petit domaine d'expertise, l'homme politique a une vision. Et ce qui corrobore cette idée-là, ça renvoie notamment à ce que, Macron avait déclaré pendant sa campagne. À un moment, il avait déclaré, je crois que c'était sur RTL, mais c'était il y a très longtemps, vraiment pendant sa campagne, il avait dit moi, j'ai pas besoin de programme tant que j'ai une vision. C'était ça l'idée. J'ai pas besoin de faire de la politique avec un éventail de mesures. En fait, ce qui compte, c'est ma vision de l'histoire. Et donc, l'idée que je propose, que je vous propose d'analyser, c'est que, c'est vraiment une hypothèse, hein, c'est que, en fait, si Macron mobilise tant que ça la ressource du romanesque, de l'infini, même il dit même de l'absolu, du récit national, en fait, c'est parce qu'il est confronté en interne à des rapports de force qu'il ne domine pas nécessairement. Pourquoi ? Parce que lui-même est issu de cet univers technocratique. Il était secrétaire adjoint de l'Élysée sous Hollande, puis en poste à Bercy. Il vient du milieu de la banque, etc. Donc c'est vraiment lui-même, il a un profil, il essaye de se donner un profil littéraire, mais il a un profil typiquement de techno. Et donc, il est non seulement confronté à des technos, au sein de l'Élysée, au sein de Bercy, enfin c'est surtout là qu'ils sont, mais aussi, j'imagine, au sein de son propre parti. Donc, d'une part, il est confronté à des technos, mais d'autre part, lui-même vient de ce monde de techno, et par ailleurs, il sait que un techno comme lui peut toujours prendre le pas sur les hommes politiques pour se faire élire. En fait, parce que lui, c'est ce qu'il a montré, c'est ce que sa campagne a montré, c'est que quelqu'un venu de l'univers technocratique
peut, sans passer par la case politique, directement accéder à la présidence. Et c'est ça qu'a montré sa campagne, en fait. C'est quelque chose de totalement inédit. Auparavant, quelqu'un qui parvenait à un tel poste, c'est quelqu'un qui passait laborieusement par toutes les cases au sein d'un parti, en étant élu député, puis maire, ou que sais-je encore, et puis finalement il accède à la fonction suprême. Mais lui, il passe directement de la case de petit technocrate, enfin même il est quand même passé par la case ministre, mais il passe directement à président de la République. Et donc je me demande si, c'est vraiment une hypothèse, si il n'est pas tout le temps en fait hanté par la peur de se voir doublé par d'autres technos. Et donc du coup, il essaye de se donner une légitimité en mobilisant dans le champ, dans le rapport de force interne au monde des technocrates du champ du pouvoir, il mobilise des ressources qui sont celles de la vision, de la connaissance du récit national, de l'histoire, de l'incarnation, qui font que il permet de se distinguer. C'est ça l'idée, c'est que au sein de tout rapport de force, au sein de tout champ, comme dit Bourdieu, chacun mobilise des ressources qui vont lui permettre de prendre le dessus. Et donc voilà, je propose cette hypothèse, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de... C'est peut-être un peu, un peu tiré par les cheveux, mais ça permet un peu de désacraliser, de trivialiser ce recours à l'absolu. En fait, au lieu de dire « Ah mais oui, c'est quasiment un roi, en fait, il mobilise ses ressources, c'est très impressionnant », en fait, on dit juste « en fait, c'est très trivial, il est pris dans son petit rapport de force interne, dans des luttes de palais, et voilà ce qu'il met sur la table pour se donner une légitimité ». Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire d'absolu et de goût d'infini qu'aurait l'esprit français. Je sais pas ce que vous en pensez, en fait, de ce genre d'hypothèse marrante. Du coup, moi, je me demandais, ce serait quoi la menace pour lui de la part des autres technocrates, justement, au sein des... Pour l'instant, j'imagine pas grand-chose. Enfin, faut quand même s'imaginer que le champ du pouvoir, particulièrement le champ du pouvoir rapproché, là, dans l'Élysée, il y a grosso modo le président, son cabinet, avec un secrétaire de l'Élysée, un secrétaire adjoint, c'était ça que faisait Macron pendant les 2 premières années de la présidence Hollande. Et puis, dans ce secrétariat, il y a une 50aine de personnes qui sont des conseillers de type communication, par exemple, des conseillers politiques, mais aussi beaucoup de conseillers techniques. Et évidemment, ils aident le président dans sa décision. Mais en fait, ils ont quand même un énorme pouvoir, parce que, évidemment, ils maîtrisent des dossiers que le président ne maîtrise pas. Donc tu transmets l'information que tu veux. Tu vois, tu restes qu'un conseiller de l'ombre, mais malgré tout, tu as un sacré pouvoir, parce que tu peux faire de la rétention d'informations. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, je ne connais pas vraiment. Mais bon, il y a des petites luttes internes au présent qui existent, mais aussi au futur, parce qu'on peut très bien... Enfin, c'est des gens qui... ils ont les dents qui rayent le parquet, les gens qui sont là-dedans. Et surtout, voilà ce qu'il y a de nouveau avec Macron, c'est que Macron a montré que un petit techno de ce monde-là peut passer directement président ou un très haut poste, sans passer par la laborieuse case d'un parti politique, de faire des campagnes, de serrer des paluches et tout ça. C'est ça qui est impressionnant. Et donc... Macron, plus qu'un autre, sait très bien qu'on peut se faire doubler par un autre petit techno. Oui, il s'est créé lui-même une menace, en fait, par sa propre expérience. Okay. Il a ouvert une brèche dans ce domaine-là. Tu vois ? Alors après, il faudrait un peu mieux connaître maintenant quel est l'état des rapports de force internes là, vraiment dans ce champ du pouvoir rapproché. Je connais pas trop les gens qui y sont. Apparemment, Emmanuel Macron, il s'est entouré vraiment de gens qui ont participé à sa campagne, vraiment des très très proches. Mais bon, malgré tout, tu vois, il y a parce que c'est des requins, quoi. C'est des paniers de crabes, en fait, ces endroits-là. Et c'est pas des gentils, quoi. Tu risques à tout moment de te faire doubler. Donc la question, c'est comment tu t'imposes comme... comment tu t'imposes comme vraiment le légitime. Et c'est une possibilité de le voir comme ça, tu vois. Il cherche à donner une sorte de récit de soi où tout le monde dit il est impressionnant parce qu'il a une vision, il a une connaissance de l'histoire impressionnante. Alors que Hollande, tu vois, on se faisait pas trop ce genre de remarques. François Hollande. Ouais, je trouvais ça rigolo de... Ouais. Mais symboliquement, du coup, il essaye de transformer... Enfin, symboliquement, Macron, c'est le temps court à tous les points de vue, quoi. Déjà, il est jeune, il a mis très peu de temps pour obtenir son poste.
Il vient de la banque avec qui est le paroxysme du temps court avec le trading à haute fréquence machin. Et j'ai l'impression que oui, il essaie de s'inventer une légitimité, de s'inventer un temps long, justement, parce que même typiquement la mesure des appels, je ne sais pas exactement quelles sont les logiques derrière, mais ça fait vraiment l'impression de qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer quelques millions à l'instant T, on va faire ça, ça va passer. Et quelque part, toutes ces mesures sont présentées un peu comme ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire à l'instant T, lui-même, il y a un temps court, et c'est comme si tout le monde voulait à tout prix le placer, lui le premier, dans un espèce de temps intemporel avec le retour des grands symboles, des grandes rituels présidentiels, tout le côté crypto-monarchique. C'est ça aussi, c'est d'essayer d'étirer le temps et de faire comme s'il avait une légitimité d'un autre âge. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde journalistique cherche ça quelque part, veut à tout prix prouver que non, en fait on n'a pas fait une grosse connerie en embauchant un technocrate arriviste. Non, ne vous inquiétez pas, il a quand même de la culture, il a lu des bouquins de vieux. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de tout le secteur du pouvoir de se rassurer que ça s'inscrit dans un temps long, que c'est pas quelque part un caprice d'une nation de cette dimension. On en a marre des politiques, on prend ce gosse là, et que non, il y a la légitimité. C'est l'impression de voir en direct live une construction d'une légitimité par toutes les sphères du pouvoir. Et Macron en premier, effectivement. Il doit probablement faire ça pour sauver ses propres fesses, mais ça s'inscrit dans un processus qui est nécessaire pour sa propre survie, même s'il n'avait pas de concurrent dans le pouvoir. S'il faisait pas ça, sa caractéristique que tu décrivais de juste le banquier arriviste éclaterait au grand jour et il pourrait pas tenir, quoi. Pendant que tu parlais, j'ai ressorti un tweet qu'il a fait il y a 2 jours à propos de Vivatech, où il dit « Nous sommes en train de réussir la création d'un écosystème performant en France, créer et faire développer des startups, attirer les VC, les business angels, transformer les grands groupes avec l'open innovation. » Le vrai Macron, c'est ça. C'est ça le vrai Macron. Et s'il ne fait pas tout ce cirque à invoquer des trucs entre guillemets atemporels, il crève, il disparaît, c'est une bulle qui éclate. Mais on pense pas assez aux dynamiques internes, effectivement. C'est intéressant de... Ouais, c'était vraiment l'article de Saint-Omer. C'était une remarque, c'est pas le principal dans son... C'est un bon article, d'ailleurs je le mettrai en référence. Mais c'est marrant de s'imaginer que, en effet, en fait, le rapport de force se redouble et s'inverse. Homme politique versus citoyen ordinaire, et quand l'homme politique se retrouve face à un techno, le rapport s'inverse et c'est lui qui devient le citoyen ordinaire, et donc il va devoir chercher d'autres types de ressources. Et je trouvais ça rigolo de resituer Emmanuel Macron. Vous savez, les sociologues, ils se représentent, typiquement comme Bourdieu par exemple, ils se représentent des univers culturels non pas clos mais relativement autonomes, qu'il appelle des champs, au sein desquels il y a des rapports de force qui s'organisent entre des sujets abstraits, porteurs de capitaux, qui mobilisent différentes ressources pour essayer de prendre le dessus, avec un certain nombre de règles du jeu. Mais je trouve ça rigolo en fait de trivialiser ce truc-là. Le gars qui se prend pour une espèce de monarque, qui essaie de réactiver toute une rhétorique lourde du passé, du roi soleil, c'est toute la rhétorique jupitérienne. Et c'est marrant d'essayer de trivialiser ça à l'aide de la sociologie. Non, c'est juste parce qu'en interne, il y a des mecs qui sont encore plus techno que lui, et donc faut qu'ils reprennent le dessus face à eux. Mais c'est ça, en fait, il y a un truc, de toute façon, c'est quand même toujours le rôle d'un président de mobiliser ce genre de symbolique, parce qu'il est censé être lui-même, non pas l'incarnation, mais le représentant de la nation, et donc le représentant d'une certaine continuité historique. Donc un président fait toujours ça, de toute façon, il se meut dans un espace symbolique. Mais il y a des trucs vraiment, comme tu disais, vraiment très conjoncturels, qui tiennent vraiment à la personnalité de Macron, vraiment même à son âge, à la manière dont il est arrivé au pouvoir, un peu
au type d'univers dont il semble appartenir, l'univers des startups, de l'économie du numérique et tout ça, chose qui semble bien plus dans le court terme, dans la trivialité de la recherche du profit, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a ces deux dynamiques, quoi. Le président qui fait ça habituellement, et puis quelque chose de vraiment conjoncturel qui tient à Macron. Bon, Oui, le truc, c'est que bon, il y a toujours la question de la sincérité, jusqu'à quel point il fait ça sincèrement, jusqu'à quel point il fait ça pour essayer d'effacer le fait que il mène une politique antisociale, vraiment d'une violence inouïe. Je sais pas à quel point il essaye de masquer ça par une espèce de discours, comment dirais-je, les philosophes diraient une sorte de théodicée, c'est-à-dire une argumentation qui consisterait à dire, bon, les petites souffrances ici et maintenant, en fait, elles font partie d'un grand ensemble de progrès social, historique, qui se déploie sur des siècles. Et je crois que, bon, il y a toute une partie de sa rhétorique, de son argumentation qui consiste à mobiliser ce genre de truc pour excuser ce qu'il est en train de faire. Mais je crois qu'aussi, il y a une partie de lui, tu vois, qui croit vraiment, quoi. Il croit vraiment, enfin... J'imagine que tu pètes un câble, en fait, quand t'obtiens le pouvoir comme ça. Et donc, il s'y croit, hein, je pense. Hein, il s'y croit. Je pense que, ouais. Mais il y a aussi le fait, je pensais à ça là, en vous écoutant, il y a le fait de, justement, le rapport entre temps court, technocratique, le pragmatisme de l'extrême centre, etc., blabla, et puis le temps long du symbole, de l'absolu, et du coup de ce qui fait le président dans la Ve République, quoi. Donc il y a ces deux légitimités qu'il essaie de se donner. Et la légitimité du temps long, c'est ce qu'il essaie de se donner, peut-être au sein du champ politique, mais interne en fait, quoi. Et et en même temps, face aux gens qui peuvent avoir cette vision que c'est un président technocrate, il essaie de se donner à côté Là, si on est en externe, en dehors du champ, enfin politique, professionnel, etc., de se donner cette espèce d'aura. Du temps long pour peut-être penser à 2022 par exemple, pour se donner une légitimité que c'est pas juste un président du moment mais qui peut rester plus longtemps parce que c'est un dieu et pas un président. Enfin Jupiter, quoi. Et ça se voit, hein. Moi je l'ai regardé là, ce documentaire, donc La fin de l'innocence. Oh, c'est vraiment bon, c'est apologétique, quoi, c'est vraiment hagiographique, mais bon, tu vois que les journalistes, les espèces d'éditorialistes, il y a Duhamel, enfin il y a toute la clique, Raphaël Baquet, etc. Tu vois que les gars, ils sont ravis d'avoir tous ces biscuits, en fait. T'sais, ils sont là, ils sont contents de voir toutes ces dorures, enfin, ils adorent ça, là. Ils sont, oh là là, ça nous change de François Hollande. Alors même que quand ils étaient sous Hollande, ils faisaient des commentaires en disant « Ah, c'est très bien de se redonner un air un peu plus proche du peuple et démocrate. Vraiment, oui, François Hollande fait vraiment bien les choses. » Tu vois, maintenant, comme ça, bon, hop, c'est vraiment c'est les toutous du pouvoir, vraiment. Maintenant, ils sont là, ah, ça nous fait du bien de revoir un peu de la dorure après cette trivialité de Hollande. Les gars, c'est sans honte, en fait, ils changent complètement d'avis. C'est extraordinaire. Mais oui, il y a un côté, tu leur donnes des biscuits, ils sont contents. Mais cela dit, je pense que Macron, il croit vraiment à son affaire. Et je pense que... Je révise moi-même un peu mes jugements et mes analyses. On a eu tort quand même de ne voir qu'en lui, pendant la campagne, qu'une sorte de petit marketeux. Parce que c'est quand même ça à gauche, on l'a beaucoup interprété comme ça, en se moquant de sa rhétorique vide, du côté Startup Nation, etc. En fait, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même... c'est pas que de la rhétorique superficielle, en fait, son affaire de... il faut prendre au sérieux, je pense, quand il se prend pour Jupiter, il faut prendre au sérieux ça. On passerait à côté d'un truc, tu vois, si on comprenait pas ça. Ouais, mais je pense vraiment qu'il se rend compte consciemment ou inconsciemment que c'est une question de survie d'en rajouter des tonnes là-dessus. Donc, t'es obligé de te convaincre toi-même que c'est ça qu'il faut faire et que t'es le monarque et machin. Enfin, je veux dire, n'importe quel être humain normal à 40 piges qui se retrouve à gouverner à destinée de 70 millions de personnes, si tu te mens pas, enfin, si tu te racontes pas un mensonge auquel tu crois, à un moment donné, enfin, tu finis à poil sur le périph' à insulter des gens, quoi.
Enfin, tu pètes un plomb, il n'y a pas d'autre solution. Donc effectivement, ça devient une composante intégrante de sa politique, alors qu'au début, c'était pas ça. Je sais pas en fait. Ouais, c'est difficile à dire. Enfin, moi, je suis pas dans le secret des dieux, donc je sais pas à partir de quand il s'est pris pour Jupiter, tu vois. Et puis du coup, est-ce qu'il faudrait aussi peut-être, comment dire, analyser ce qui fait partie justement de de ses pratiques de distinction au sein de son champ politique interne, et en même temps des éléments de langage que sa propre équipe technocratique lui apporte en fait. Ouais. Mais alors, j'imagine qu'il y a un conflit en lui-même peut-être entre ces deux-là, c'est-à-dire il reçoit des choses et en même temps il a besoin de voilà, qu'est-ce qui fait partie des éléments des éléments de langage de son équipe de com et de sa propre rhétorique. Mais bon, là c'est plus une question sans à quoi réponse, ça me fait penser aussi, ça me fait beaucoup penser à côté, bon, il vient du monde du business, et le monde du business a opéré un virage vers le monde liquide, avec dans l'idée qu'il fallait en finir avec les grandes sociétés qui se héritaient de père en fils parce que les nouveaux entrants ne peuvent plus rien faire, on pète tout le monde peut racheter tout le monde. Ce qui a créé un climat, donc voilà, génial, tout le monde peut acquérir un pouvoir, mais un climat de panique permanente, notamment pour les managers, pour les cadres, quoi, qui se retrouvent qui eux ont la possibilité de déverser leur insécurité sur les gens, qui après, les gens, eux, ils n'ont plus rien derrière, quoi. C'est un peu un résumé extra résumé du néolibéralisme. Et quelque part, la façon dont tu le décris, c'est un peu la même chose, mais appliqué au pouvoir maintenant. C'est vraiment le monde du néolibéralisme appliqué au pouvoir. C'est que Macron, oui, a créé... Enfin, le pouvoir, c'est créer une situation où, quelque part, pas n'importe qui, mais on n'a plus besoin de passer par tous les rituels politiques pour accéder au pouvoir. Mais du coup... c'est un pouvoir liquide où tout le monde peut se faire sauter la gueule du jour au lendemain. Donc, les politiques utilisent de toutes les ressources qu'ils ont à disposition pour déverser ce risque sur ceux qui sont en dessous d'eux. Donc, il y aurait peut-être une analyse exactement de la même chose que l'analyse économique où le risque se déverse d'échelon en échelon en échelon jusqu'au dernier qui sont les salariés qui ne peuvent plus rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue qui se passe où le risque pour le président se déverse sur les ministres, qui se déverse sur les députés, qui se déverse sur les élus locaux, qui après vont le déverser sur les citoyens qui se retrouvent contraints d'accepter ce qu'ils ont sous la main? Je sais pas, j'improvise, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue qui se passe justement, parce que là quelque part Macron utilise des objets symboliques, enfin Beltrame c'est symboliquement un objet inattaquable, incritiquable, inargumentable. C'est à l'instant où son sacrifice a été fait, c'est même le plus gaucho des gauchos était obligé de dire que les gendarmes étaient sympas, quoi. Donc il utilise un objet absolument inattaquable, lui il peut le faire. Et après les gens se retrouvent avec ça, avec cette patate chaude dans les mains, plus possibilité de critiquer rien. Et qu'est-ce que ça crée justement comme une espèce... Est-ce que ça crée pas une espèce enfin, qu'est-ce qui se passe avec ce risque Enfin, je sais pas. Là, je... Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que lui-même s'est présenté comme... Je crois que c'était dans un entretien à Mediapart, ou bien un truc... Dans son interview au 1, ou je sais plus dans quel magazine, il expliquait que lui, il voulait être un président libéral, au sens vraiment du libéralisme initial, c'est-à-dire la lutte contre la rente. Et donc la philosophie libérale de ce point de vue-là, vraiment le cœur de la philosophie libérale serait jouer le mérite contre la rente. Et donc justement, le mérite étant associé au risque, puisque la rente, c'est précisément le fait que tu transmets notamment la rente héritée, tu vois, où tu prends pas de risque. Et lui, ce qu'il aimerait bien, c'est instaurer du risque partout, y compris dans le documentaire, là, dans un autre documentaire que j'ai vu, il y avait des gens des huiles de La République En Marche qui témoignaient, qui disaient que le type voulait instaurer au sein de La République En Marche exactement ce que tu dis, c'est-à-dire le niveau de risque, le niveau d'instabilité, en fait, qui peut exister dans une entreprise type start-up. Et donc, ça m'étonnerait pas. Pour l'instant, je vois pas trop, parce que ça se confond beaucoup avec l'idée de 5ème République. Donc ça m'étonnerait pas qu'il essaye d'extrapoler tout ce genre de modèle au pouvoir lui-même. Le truc, c'est que
comment dirais-je, la Ve République est déjà organisée comme ça, en fait. C'est que le gars du dessus a un pouvoir immense et il peut, comme tu dis, transférer du risque, en fait, sur les sous-fifres qui peuvent servir de fusibles, éventuellement, tu vois, y compris jusqu'au Premier ministre. Et donc, il est en permanence dans ce que les économistes appellent l'aléa moral, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire courir des risques inouïs à des gens sans avoir à les assumer. Et d'ailleurs, j'ai fait une bonne vidéo là-dessus, sur la rhétorique du j'assume. Je reviens à ça, parce que c'est exactement ça. C'est une manière de dire j'assume à tout bout de champ. Notamment de la part des ministres, ils aiment beaucoup dire j'assume, etc. Mais en fait, ils assument rien du tout. Enfin, ils risquent jamais rien, ces gens-là. Il y en a plein qui ont des affaires sur eux. Enfin, ils sont constamment convoqués pour telle ou telle affaire durant la campagne de Macron, des trucs pas nets de financement et tout ça. Et en fait, il n'y a jamais de suite. Enfin, c'est complètement incroyable, tu vois. Mais c'est vraiment dingue, quoi. Alors je sais pas s'il faut lire ça comme une sorte d'extrapolation du modèle de la néo-entreprise libérale ou je sais pas quoi. Ça, je sais pas. Et puis quels impacts ça a concrètement sur le monde militant? Est-ce qu'il faut y voir une cause du fait que les gens ont ce sentiment d'impuissance? Enfin, c'est une hypothèse à creuser. Ça, c'est plus ancien, je pense, sur le côté résignation. Mais là, c'est sûr que le coup de mobiliser le gendarme qui se sacrifie, tu vois, c'est infect, en fait, de mettre ça en regard avec des luttes sociales. De lui prêter dans son acte un motif qui le transcende complètement, qui serait celui de la nation, quoi. Enfin, ou de l'absolu, je peux pas mettre, on peut pas se mettre dans la tête de Beltrame pourquoi il a fait ça. Enfin, est-ce qu'on peut pas dire que c'est justement quelqu'un juste de simplement extrêmement courageux, tu vois? Et par humanité, par humanité, encore, c'est un absolu l'humanité, mais en tout cas dans le sens le trivial, c'est-à-dire le fait de sauver quelqu'un parce que voilà, on a une émotion, quelque chose comme ça, et il n'y a pas forcément quelque chose de c'est presque hegelien, c'est-à-dire l'absolu qui viendrait s'incarner en lui pour... C'est le sacrifice, c'est ça, le sacrifice de soi, qui est l'incarnation de l'État. C'est exactement ce que veut dire Macron, en fait. Et il le dit même, je sais plus s'il cite Hegel, mais en fait, il le dit vraiment en ces termes dans le documentaire. C'est vraiment ça. Il a clairement ça en tête, en fait. Parce qu'il parle même, je crois, d'universel concret. Tu vois, donc la référence est explicite en fait à Hegel. Je sais pas si vous vous souvenez de Pujadas, comment il réagissait aux attentats du 11 septembre quand il disait ah chouette, on va avoir notre une, c'est super. Et je suis absolument persuadé que dans les communicants du pouvoir, quand ils ont vu cet événement arriver, mais ils ont dû mouiller leurs pantalons, quoi. C'est génial. On a enfin un héros national qu'on peut plébisciter, ça faisait des années qu'on n'en avait pas un, c'est bon, quoi. Et ils l'ont utilisé, ils l'ont pressé, quelque part ils auraient presque pu presser le citron encore plus que ça, mais ils l'ont pressé jusqu'à la moelle pour... Quand d'un point de vue du pouvoir, il faut se rendre compte du cynisme infini du pouvoir, c'est pas... Le personnage disparaît, l'événement disparaît, l'acte disparaît, c'est juste, ils ont dans leurs mains un argument irréfutable, un événement universel, où ils ont dans leurs mains un petit bout d'universel, en fait, vraiment, d'un point de vue symbolique, et ils s'en servent pour faire passer tout ce qu'ils veulent. C'est un peu quelque part ce que dit Naomi, enfin, c'est un peu un dérivé de ce que pourrait dire Naomi Klein dans la stratégie du choc, c'est ce côté, purement utilitariste du pouvoir, c'est quand il y a un événement qui va plus être pris pour ce que c'est, mais pour le potentiel que ça ouvre derrière d'argumentation, de conviction. C'est d'un cynisme. Enfin, je sais pas lequel des deux est le plus cynique entre la baisse des APL et l'utilisation de cet événement-là, quoi. Les deux, je comprends pas comment ça passe, en fait. Ouais, je trouve ça vraiment infect, mais bon, c'est vraiment lamentable. Mais le truc qui est marrant quand même, c'est que en fait, moi je pense que Macron sur le fond il a raison. C'est-à-dire que je pense qu'il
il mène une bonne analyse de ce que sont nos luttes à gauche. C'est-à-dire que je crois qu'il a raison quand il dit que depuis quelques décennies, la gauche aussi se perd et n'a pas de capacité d'entraînement parce qu'elle a rompu avec des discours plus historiques, en fait, qui inscrivent les petits combats quotidiens, les luttes sectorielles dans une grande histoire, tu vois. Ouais. C'est vrai que quand tu pouvais inscrire ta lutte, par exemple syndicale, au sein de ton entreprise, ou bien un combat national pour telle augmentation de SMIC ou je sais pas quoi, quand tu pouvais l'inscrire en disant c'est un petit bout, c'est la part que je fais dans la marche vers le communisme, tu vois, ou vers la marche révolutionnaire, et ça avait une capacité d'entraînement un peu différente. Et là, il est vrai que des gens qui sont, comment dirais-je, un peu apolitiques, ou en tout cas pas vraiment dans les luttes syndicales ou sociales, en fait, ils peuvent manquer la pertinence de telle ou telle lutte, tel ou tel combat, parce qu'ils diront à bon droit, mais oui, mais ce que tu fais là, c'est pas grand-chose, ça sert à rien fondamentalement, gratter 3 € sur tes APL, ou gratter 3 € sur ton SMIC, ou je sais pas quoi, c'est tout petit. Défendre le statut des cheminots, tout ça. C'est ça. Oui, après, c'est qu'on en est à de la défense, en fait, et plus à, entre guillemets, de l'attaque pour acquérir de nouveaux droits, quoi. Ouais, c'est ça, on peut aussi le lire comme ça, en disant, alors qu'une attaque serait justement, peut-être mobiliserait davantage une sorte une grammaire plus historique, progressive, enfin, qui fait référence à des récits sur un temps un peu plus long. Et la défense, enfin, bon, on parle de service public, ce genre de choses, mais ça parle de moins en moins de personnes. Et puis il y a aussi le vocabulaire un peu où c'est plus l'émancipation, mais c'est des choses qui paraissent très triviales, où c'est le pouvoir d'achat, c'est du coup c'est des combats sur la vie de tous les jours et sur le fait juste de vivre bien dans son coin parce qu'on a du pouvoir d'achat, mais il n'y a plus c'est ce qu'on pourrait aussi noter, c'est qu'il n'y a plus l'idée de l'émancipation collective ensemble, mais c'est pour le pouvoir d'achat de chacun. Ouais, mais tu vois quand même le dilemme qu'on a, c'est que on a envie de dire d'un côté, tant mieux, on en a fini avec ces grands récits idéologiques, et donc on va pas, on sera plus pertinent dans nos argumentations politiques, parce que la personne en face de nous n'aura pas le sentiment qu'on essaye de lui refourguer une grosse, tu vois, une machine idéologique en lui disant « mais ça, c'est l'édification du communisme, tu comprends pas », ce genre de choses, tu vois. Mais d'un autre côté, en fait, moi, je suis assez convaincu que des récits idéologiques un peu plus englobants, tu vois, ont une force motrice, tu vois, au sens de force de mobilisation supérieure à simplement dire on va augmenter notre pouvoir d'achat. Et donc il y a quand même un dilemme entre rompre avec des argumentations soutenues par une idéologie au sens d'un ensemble, d'une vision globale du monde, d'un système de valeurs et de représentation, et soit se dire on va reconvoquer des grands récits idéologiques, mais du coup comme l'air du temps ou le fond de l'air est plutôt à la fin des idéologies, à la fin de l'histoire, à la peur des idéologies, c'est assez ambigu, hein. Et Macron, il y a des trucs qu'il comprend. D'ailleurs, dans ce même documentaire, dans cette même interview, en fait, il dit les gens sont devenus trop postmodernes et donc n'adhère plus à aucun grand récit de l'histoire. Alors lui, regardez évidemment, la vidéo de Karim tout à fait. Lui, il le mobilise plus dans une perspective de droite, tu vois, parce que il pense que le postmodernisme ou la postmodernité a fait beaucoup de mal au grand récit national, au grand consensus autour de l'histoire de France. Mais je crois qu'il a partiellement raison, tu vois, au sens où il faudrait être capable de convoquer des universaux dans des luttes de gauche. Tu vois. Mais il s'y trompe pas, hein, c'est sûr. Et depuis le début, je ne peux pas m'empêcher de penser à Blanquer et à sa team de neurologues fous qu'il a convoqués pour réformer l'éducation. C'est qu'il y a la double création d'un récit. C'est qu'il y a d'abord le récit
la récupération d'un récit préexistant et la tentative de construire un récit qui corresponde vraiment à leur idéologie. C'est d'avoir, de construire une autre anthropologie, c'est que d'avoir un être humain qui est résumé à ses capacités cognitives, d'avoir, comment dire. Le but est aussi de transformer l'idéologie qu'il défend en le récit à long terme de demain, quoi. Et je pense qu'il y a de ça qui se passe dans l'éducation aujourd'hui, justement, de casser tout. L'éducation a toujours eu traditionnellement cette mission de transmettre justement un temps long de la nation. Enfin, il y a toujours eu un petit côté quand même, ce côté ambigu dans l'éducation nationale. Vous y êtes dans l'éducation, vous y êtes ou vous y avez été dans l'éducation nationale. Vous me direz si ce que je dis c'est n'importe quoi ou pas. Je pense qu'il y a vraiment la tentative par l'éducation, de faire en sorte que la prochaine génération soit vraiment Startup Nation et prenne le temps long comme cette insécurité permanente et que voilà, je pense qu'il joue sur les deux registres. C'est récupération du récit passé et création du récit futur. Ce que la gauche ne fait ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, comme tu dis, s'il est vrai que par exemple en confiant de plus en plus de missions à des scientifiques comme Dehaene du Collège de France ou Dehaene du Collège de France. Il y a un côté en plus, tu vois, naturalisation scientifique qui est indéniable. Donc il est, de ce point de vue-là, le néolibéralisme, si Macron représente le néolibéralisme, est gagnant sur tous les tableaux. Il mobilise à la fois le grand récit national, le recours à des idéologies, ou en tout cas des récits englobants, et puis en plus, tu vois, il a la science de son côté, il a la naturalisation de son côté. La fabrique de ce qu'on pourrait appeler le néo-sujet ou le sujet néolibéral, entrepreneur de soi-même, etc., qui se conçoit comme un portefeuille de skills, un portefeuille de compétences ou de capitaux qu'il va investir tout au long de sa vie dès le plus jeune âge. Si en plus ça, on peut appuyer ce type de conception du sujet sur des discours scientifiques du type neurobiologique ou en tout cas emprunté à la psychologie cognitive, c'est tout bénef, quoi. Tu vois, de haut en bas, en fait, il maîtrise tout le bout de la chaîne. C'est fascinant. Exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Mais je te conseille vraiment de regarder ce documentaire parce qu'il le dit vraiment en des termes que des philosophes ou des sociologues du néolibéralisme apprécieront. Il dit lui-même un truc du genre ces grands récits avec lesquels j'essaie de renouer, j'espère les faire descendre dans chacun des citoyens pour que chaque individu se sente titulaire ou porteur d'une partie de l'histoire qu'il doit contribuer à produire. Et c'est Macron qui le dit, mais tel quel. Tu vois. Le type est loin d'être un con. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Enfin, moi, je le considère comme plutôt un adversaire politique, mais je le dis, mais ça c'est vraiment un ressenti personnel, on n'a pas affaire à quelqu'un comme Hollande ou quelqu'un comme Sarkozy, qui étaient, à mon sens, des gens ce sont des animaux politiques extrêmement habiles, mais sur le plan culturel, ce sont des imbéciles. Je pense qu'avec Macron, il faut prendre au sérieux ses références, parce que tu vois, il en a sous la caboche. C'est pas juste une sorte de VRP du néolibéralisme, un marketeur de base. Je crois vraiment que il y a quelque chose de vrai, tu vois, dans cette lutte interne. Il a peut-être quelque chose de plus que les technocrates qui l'entourent. De ce point de vue-là, ça réfuterait mon hypothèse que je proposais d'analyser, mais je pense que, au moins à titre analytique, tu vois, il faut prendre au sérieux quand même cette affaire-là. Il a vraiment un projet en tête. Et pas juste un projet de vague gestion du pouvoir comme pouvait l'avoir François Hollande. Ce qui rend d'autant plus dangereux, en fait, d'un point de vue politique. Et c'est vraiment typiquement néolibéral. Enfin, moi, j'aime beaucoup la description que font les Foucaldiens du néolibéralisme, des Foucaldiens comme Dardot et Laval dans La Nouvelle Raison du Monde. Et c'est vraiment ce type de processus qu'ils expliquent, en fait. Ils montrent bien comment l'État, c'est vraiment la politique de l'État qui est mise au service de la construction d'un sujet capable vraiment d'agir comme un entrepreneur de lui-même placé sur des marchés tout au long de son existence, et pas seulement sur le marché économique, mais l'école devient un marché, ce genre de choses. Et ces marchés
ne peuvent fonctionner que si les individus se conçoivent comme des véritables entrepreneurs plaçant des capitaux, investissant des capitaux sur un marché. Et pour ça, il faut les fabriquer, parce que c'est pas une donnée naturelle. Ça, la nouveauté avec le néolibéralisme, c'est qu'il prend acte du fait que le marché n'est pas une donnée naturelle, mais il faut le construire. Et l'homo economicus n'est pas l'homme n'est pas naturellement un calculateur rationnel, en fait, il faut le construire. Et ça, il y a toute une tâche politique de fabrication de ces choses-là. Et je pense que Macron comprend toutes ces choses-là, et c'est ça qu'il a en tête, en fait. C'est ça qu'il a en tête. Oui, Vaincre les dernières résistances, en fait, en construisant des individus qui se comporteraient comme des poissons dans l'eau dans ce nouveau monde qu'il essaye de fabriquer. En tout cas, c'est cohérent avec ce que tu disais, Étienne, par rapport à l'éducation nationale, ou la santé, ou voilà, ça semble... Ah oui, non, faut pas prendre à la légère ce qui se passe du côté bancaire. Oui, clairement, Et le truc, c'est que tu vois, pour nous, si on se place d'un point de vue de militant, tu vois, c'est très difficile d'essayer de le montrer, parce qu'évidemment, tu passes toujours pour celui qui est en train de porter le soupçon au-delà de ce qu'il est raisonnable de faire, tu vois. Parce que, je veux dire, l'idée de dire que... Enfin, ça a l'air vraiment complètement tiré par les cheveux quand t'as jamais entendu ce genre de choses, de dire que le fait de mobiliser comme ça dans la réforme du système de l'éducation, le fait de mobiliser la psychologie cognitive, mais tu dis ça à des gens extérieurs, mais ils disent, mais c'est formidable, au contraire, on va enfin appuyer nos réformes sur du savoir scientifique. Mais que demande le peuple? On va enfin sortir de l'idéologie, ou bien des pédagogistes un peu idéologisés de gauche, etc. Et donc là, vraiment, la science va pouvoir trancher, etc. Et c'est vraiment très difficile, c'est pour ça qu'il faut travailler ces sujets, de montrer que, mais en fait, c'est pas vraiment la science qui parle, ce sont des données scientifiques récupérées enfin, c'est du matériau scientifique récupéré par une lecture idéologique, tu vois, c'est ça le truc. Mais c'est très difficile de faire comprendre ça, parce que tu passes toujours, évidemment, pour le mec qui porte le soupçon, tu vois, c'est vraiment difficile de le démontrer. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette hypothèse un peu désacralisante. Je trouvais ça assez rigolo. Après, si on voulait vraiment travailler sur la chose, il faudrait vraiment aller voir précisément qui sont les gens qui occupent les postes importants dans l'Élysée, etc. Mais c'est juste pour donner un exemple. On pourrait faire ce genre de travail sur un autre sujet. Cette manière de voir les choses un peu abstraites, avec juste des individus qui mobilisent des ressources dans le cas d'un champ de rapport de force. C'est rigolo, quoi. Donc bon, faudrait voir si ça tient la route. Mais ça me faisait rigoler de faire un peu mon Christophe Barbier. Tout le monde pense que... Alors qu'en fait, moi, j'ai une explication encore plus intelligente et profonde. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce podcast. Ouais, puis ça a lancé la discussion aussi sur plein d'autres choses. Donc c'était pas... Voilà, c'est aussi l'intérêt de la chose, quoi. Yes, impeccable. À la prochaine, alors. Les pouces bleus, le partage, l'abonnement, les réseaux sociaux. Voilà. Et tout. Ça. Voilà. Bon, et puis n'hésitez pas à discuter de ça dans les commentaires. Comme il n'y a finalement qu'un sujet qui a été traité, c'est peut-être plus facile de l'aborder dans les commentaires. On essayera de venir pour lâcher des petits commentaires et discuter de ces trucs-là. Parce que comme en plus aujourd'hui c'était vraiment finalement une hypothèse lancée, on peut vraiment en discuter, la reprendre au vol ou complètement la réfuter. Donc ça peut être sympa pour lancer la discussion. Bon, on fait comme ça. Yes. Ça marche. À la prochaine alors. Salut à tous. Salut. Ciao.